Bonjour à toi qui passe par là. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver pour un nouveau topo lecture. La dernière fois je te laissais sur un topo lecture qui était un peu mitigé. Ici, écoute, les lectures ne se ressemblent pas, mais les impressions restent un petit peu les mêmes. Heureusement, j'ai un livre qui se démarque des autres et que j'ai vraiment énormément apprécié, mais je te laisse le découvrir en fin de vidéo. Le premier livre dont je souhaite te parler, c'est Le dernier jour d'un condamné, qui est un classique. Alors, ce que je peux te dire également, c'est que en ce mois de février, voilà, je ne suis pas la seule, il y a énormément de booktubeurs qui essayent de lire des petites lectures, puisqu'on se partage un petit peu entre deux challenges. Il y a le challenge février tapal et petit mois petite lecture. Donc moi, j'avoue que je ne déroge pas à ceux qui réalisent et qui participent à ces challenges. Moi, je fais des petites lectures pour faire briller ma palle. Voilà. Donc ce que tu verras prochainement, en tout cas pendant le mois de février, ce seront principalement des petits livres. Et certains sont dans ma palle depuis très très longtemps, et d'autres sont des relectures. Ici, pour revenir au livre que je te présente en premier, c'est une relecture. Et donc, ici on est avec évidemment un livre très connu de Victor Hugo, dans la petite collection Succès du livre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est 1 euro. Voilà. Donc, puisque maintenant on est à 3 euros pour ces livres-là, je pense. Revenons donc au sujet. Comme le nom l'indique, comme le titre l'indique, nous suivons les derniers jours d'un condamné à mort. Le style, la narration est à la première personne et le héros ne raconte pas énormément de choses sur lui parce que c'est pas le plus important. Finalement, l'essentiel c'est de comprendre par quel état émotionnel, physique il passe pendant ces derniers jours de vie. Donc on est dans ses pensées. L'objectif pour lui, c'est de laisser une trace à sa fille pour qu'elle connaisse son histoire, et puis pour que potentiellement ça aide quelqu'un. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Hugo dans ce texte, qui était châtié mais juste ce qu'il fallait. Pour moi, il dépeint assez justement et avec pas mal de force ce que le protagoniste vit. Maintenant, dans cette relecture, quand je l'ai lu plus jeune, j'avais vraiment été très impressionnée et très impactée par cette lecture, et ma relecture a été un petit peu plus mitigée. Voilà, je trouve que le propos est éminemment important, ça reste un sujet brûlant. Les observations aussi du condamné nous plongent dans la réalité sociale et le contexte dans lequel il vit. Et donc pour moi, ça reste bien crédible au niveau de la psychologie du personnage, parce que, comme tu le sais peut-être, c'est un élément qui est très important pour moi. Le livre est réussi, mais voilà, ça reste une bonne lecture. Peut-être que je n'aurais pas dû faire une relecture et rester sur ma première impression. Voilà, je te le conseille néanmoins. Ensuite, je te présente de Tonino Benakista, La boîte noire et autres nouvelles. On est aux éditions Folio. Et là, on monte un peu, c'est 2 euros le poche. Il a été écrit en 1999. Ici, on y retrouve 5 nouvelles. Je vais aller assez rapidement sur cette lecture parce que j'ai été déçue. J'ai trouvé que les fins n'étaient pas mauvaises, l'écriture était agréable, il y avait des points d'humour, mais il n'y avait rien de spécial. Donc je lisais sans avoir particulièrement de plaisir, il n'y avait pas forcément de grande morale, pas forcément de réflexion très ouverte. Donc voilà, les personnages sont dans leur quotidien, et à chaque fois, il leur arrive une chose, on peut dire qu'il sort de l'ordinaire, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas envie de m'appesantir sur ce livre-là, mais je t'invite à te faire ta propre opinion, comme d'habitude, et découvrir ce qu'il a fait. Pour en revenir à Tonino Menakista, j'avais par contre beaucoup aimé Malavita et Malavita encore. Donc. Puis, je te présente ici GS, écrivain tout simplement, aux éditions Albin Michel, et écrit par Stéphane Libersky. C'est un roman qui tourne autour de GS. Le narrateur est externe, il parle à la troisième personne du singulier, ce qui permet de connaître en même temps l'intimité et les pensées du personnage, mais en même temps avec une prise de hauteur, en tout cas c'est ce qui m'a semblé, qui peut nous illustrer le personnage. Donc on arrive à avoir comme ça son portrait un peu de loin, avec un peu de hauteur, mais en même temps on était proche de lui, puisque on sait exactement par quoi il passe et ce qu'il pense.
Alors ce personnage, c'est vraiment quelqu'un de très 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 particulier. C'est évidemment voulu par l'auteur, mais c'est quelqu'un d'antipathique, d'entrée de jeu, de très narcissique aussi. Et puis, il se veut écrivain, mais il est chroniqueur dans un journal d'art, et donc il ne réalise absolument pas ce qu'il voulait faire au départ. Il y a plein de petites anecdotes pour appréhender son caractère. Il s'auto-interview pour s'entendre bien parler et pour pouvoir s'entendre, avoir des réparties avec son interlocuteur. Et finalement, en réalité, il se loupe complètement dans ses interviews où ses réparties sont ratées ou alors il ne sait plus rien dire. Donc voilà, tout tombe un petit peu à plat. Il prépare ses opinions donc en fonction de l'interlocuteur. Donc si quelqu'un veut parler d'un livre, au préalable, il aura préparé une réponse, un avis positif sur le livre, et il aura préparé aussi un avis négatif sur le livre. Comme ça, en fonction de ce que l'autre pense, hop, il adapte tout de suite son discours, et ça l'arrange bien. C'est pour ça, par exemple, qu'il ne va pas inviter quelqu'un chez lui, parce que l'exemple qui est donné, c'est qu'il a chez lui un fauteuil Stark. Si la personne n'aime pas ce style, eh bien, il ne va pas pouvoir dire qu'il ne l'aime pas, puisque ce fauteuil se trouvera de facto chez lui. Donc voilà, ça vous dresse un petit peu le portrait. Je voulais aussi montrer au niveau du style, il y avait un petit passage que je trouvais assez sympa à communiquer. L'auteur écrit « G.S. se piquait d'être un fin connaisseur de la psychologie féminine. Il avait écrit naguère une nouvelle où il s'était mis dans la peau d'une femme, dont il avait entrepris de décrire de l'intérieur les émois sexuels. La nouvelle, publiée en revue, fut ignorée par la critique, ce dont il souffrit. Mais beaucoup de femmes, 3 en réalité dont sa mère, le félicitèrent pour cet exploit littéraire, ce qui le consola. » Voilà, ça donne un petit peu le ton, parce que GS, on l'a bien compris, c'est un minable à qui on ne veut pas ressembler, mais peut-être qu'il nous ressemble un petit peu. Voilà, alors franchement au début j'ai trouvé ça très sympa, franchement, au début, j'ai trouvé vraiment le livre très sympa, mais sur l'ensemble, on se lasse parce qu'on comprend vite que ça va rester sur ce portrait et sur le même style littéraire. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, et là on est resté sur cette dimension unique, et ça tournait un petit peu en rond, je trouvais. J'ai continué avec des nouvelles, qui n'est par ailleurs pas mon format préféré, mais bon, c'est ce que j'avais chez moi et que je laissais vraiment depuis très longtemps. Donc ici, je te présente Monsieur Maléfique et autres nouvelles de Truman Capote, toujours aux éditions Folio, et là on est dans 2 €, donc ça date peut-être d'il y a 15 ans. Ici, c'est un ouvrage avec 3 nouvelles. Je ne l'ai pas dit, mais ici c'est traduit de l'américain par Serge Dubrovsky et Maurice Edgar Coindreau. Dans les 3 nouvelles, alors que je n'ai pas aimé, il y a encore moins de choses à en dire que pour La Boîte Noire, parce que là, pour le coup, je n'ai accroché ni au style, ni au contenu, et je suis passée complètement à côté. Voilà. Derrière, la 4e de couverture nous dit que ce sont des récits au charme mystérieux et envoûtant, et en fait, j'ai trouvé que pas du tout. Donc vraiment, je n'ai rien à en dire, parce que j'ai lu en diagonale. Je trouvais que, par souci d'honnêteté pour le livre, je devais le présenter en topolecture, mais pour moi, ça n'a pas été une franche réussite, et voilà, je vais passer du coup très rapidement au prochain, qui est Carmilla de Sheridan Le Fanu. Là, c'est une relecture. C'est donc un ouvrage aux éditions Libretti, et Sheridan Le Fanu est irlandais. Ça a été écrit en 1872, et c'est vraiment un texte fondateur. Laura, la narratrice, vit de manière assez solitaire, puisqu'elle ne vit qu'avec son père, sa bonne, sa préceptrice, qui d'autre encore, sa gouvernante, et elle devait recevoir la visite de la nièce du général, qui est un ami de son père, mais malheureusement, cette nièce meurt. Donc très peu de temps après, près de leur domaine, une voiture attelée de 4 chevaux, un accident, ils vont voir, et ils font la connaissance à ce moment-là d'une jeune fille avec sa mère, qui doit repartir, donc la mère doit repartir pour une mission, et elle demande si sa fille peut rester au château pendant 3 mois. Voilà. Je pense que de nos jours, ça ne passerait plus. À ce moment-là, en tout cas, ça passait crème.
Donc voilà, Laura est ravie puisque, comme je te le disais, elle est solitaire, elle avait envie de compagnie, mais voilà, qui est cette charmante Carmilla? Donc ce classique a vraiment pour moi une écriture très agréable, très fluide. Laura est un personnage qui est attachant aussi, donc on rentre vite dans l'histoire et on a plaisir à suivre ce qui arrive à Laura, puisque évidemment je ne t'ai raconté que le début, mais il lui arrive quand même pas mal de choses, notamment avec, enfin, entre elle et Carmilla. C'est précurseur aussi parce qu'il aborde des amours homosexuels, mais ça reste pour moi très suggéré, pas vraiment évoqué, mais on est quand même dans cette thématique-là. L'ambiance monte petit à petit. Pour moi, ça c'est la plus grande réussite du livre. Et voilà, la fin pour moi tombe un petit peu aussi, voilà, un peu rapidement. Voilà. Je pense que ça a bien mis son temps pendant le récit à monter et la fin arrive très rapidement. C'est ce que je reproche un peu à la lecture. De manière globale, de toute façon, j'ai bien aimé ce livre et je te le recommande. Pour le coup, j'ai mieux apprécié ma lecture que quand j'étais plus jeune parce que je crois que j'ai plus apprécié le style et l'ambiance qui a été mise en place. Je passe ensuite par La solitude des nombres premiers de Paolo Giordano. Là, c'est donc lui, il est italien, ça a été traduit par Nathalie Bauer et c'est audition du Seuil. Je l'ai lu dans le cadre, enfin, en tout cas, j'avais sorti ce livre de ma palle grâce au challenge organisé par Séverine, donc il est bien ce livre, parce qu'elle organise la nuit du hasard, et ce mois-ci c'était ce livre-là, donc je l'ai sorti, puisque c'est tombé sur lui. On a deux histoires, l'histoire au départ de Mathia et l'histoire d'Alice, et puis les deux histoires vont se rejoindre. Chacun a vécu un traumatisme quand il était enfant, et il apprend à vivre avec, tant bien que mal. Lui, donc Mathia, s'exclut du monde, alors qu'elle, Alice, s'en sent exclue. On est donc sur une histoire d'amour, mais sur cette solitude également que vit chacun des protagonistes. Alors, pour moi, la psychologie n'était pas assez fouillée, il y avait des incohérences et des erreurs. Donc, voilà, ça partait pas très très bien. Pour moi, le plus gros problème, c'est que Alice, et voilà, je ne pense pas spoiler, on l'apprend quand même assez vite, a un trouble alimentaire, et donc elle souffre d'anorexie, mais de manière assez grave, et elle n'est pas hospitalisée. Mais ce qu'on nous dit dans l'histoire, elle devrait être hospitalisée tellement elle mange peu. Donc j'ai trouvé pas très crédible parce que des choses comme ça, assez énormissimes, pour moi perdaient tout le sens dans le récit et dans l'enchaînement des événements finalement. Ça me sortait du récit, tout bêtement. Les réactions aussi des personnages. Donc voilà, leur histoire est pas très crédible non plus, parce qu'ils se connaissent peu mais vivent quelque chose de fort. Alors ça pourrait, et parfois on est pris comme ça dans quelque chose d'un peu rocambolesque et on a envie d'y croire et c'est un peu idéaliste. Mais ici, en tout cas, ça ne l'a pas fait. Donc malheureusement, cette histoire d'amour n'a pas pris avec moi. Et donc cette lecture était en demi-teinte. Alors l'avantage, c'est que c'est une lecture qui se lit vite, et donc voilà, il y a quand même un côté agréable, mais ça reste une lecture moyenne. Désolée, mais je te présente ce que j'ai lu, donc c'est moins bon, ou en tout cas ça me plaît moins. Je suis très 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 content de te présenter la dernière lecture du jour. C'est le livre de Nathan, de Nicolas Cartelet, et c'est aux éditions Mnemos, dans la collection Mu. Il a été écrit en 2023, donc c'est très contemporain. L'écrivain est français. Ici, alors j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Donc je suis ravie de te présenter enfin quelque chose qui est à diffuser, à partager auprès de tous ceux qui aiment ce genre, puisque on est de nouveau dans une sorte de post-apo, mais qui n'est pas du tout axé sur la survie, donc voilà, c'est le prétexte du livre. On démarre avec l'histoire de Nathan, qui est correcteur et écrivain, mais on peut mettre écrivain entre guillemets, parce que le livre qu'il a écrit n'est édité nulle part, parce qu'il est considéré comme mauvais. Un jour, il se retrouve sur son voilier, il a bien bu, la pluie arrive et l'eau monte, et puis tout est inondé et il se réveille et il n'y a plus de terre. Il y a eu l'apocalypse pendant qu'il dormait, et quand il se réveille, il
il s'aperçoit que c'est l'un des seuls survivants, et puis en rejoignant d'autres survivants, eh bien, on se rend compte que c'est le seul possesseur d'un livre, son livre. Alors ce court roman se compose de 5 parties, avec des personnages différents à chaque fois. Donc il n'y a pas l'idée d'être dans l'émotionnel avec les personnages ou d'être dans l'accroche aux personnages. C'est vraiment une dimension plus rationnelle, plus tournée sur la destinée de ce livre. Quel est le besoin d'être guidé? Comment se met en place un culte? Comment se met en place une religion? Donc on est plutôt sur ces thématiques-là. L'écriture de Cartelet, pour moi, est très très fluide et très belle, sans être alambiquée, mais surtout plein de sarcasme et de traits d'humour, sans que ce soit lassant, et c'est toujours bien placé. La fin, elle est très très bonne, même si elle vient un petit peu vite, parce que les 4 premières parties, pour moi, s'enchaînaient assez logiquement. Et puis on a un grand bond dans le temps, enfin on a à chaque fois des bonds dans le temps, mais je trouve que entre la 4e et la 5e partie, il y a un grand chamboulement, évidemment que je ne te raconterai pas, mais qui arrive un peu vite. Voilà, elle sort un peu de nulle part, cette fin. Mais on la comprend, elle est extrêmement bien choisie et intelligente. Donc voilà, c'était un peu pourquoi ce n'est pas un coup de cœur. Il aurait peut-être fallu quelques pages de plus, mais c'est une grande réussite, tant sur le fond que la forme. C'était très 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 agréable, très drôle, et un fond très intéressant et actuel. Que demander de plus? Plein de lectures comme ça pour le prochain Topo Lecture. Voilà, c'en est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter les différentes petites présentations. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as apprécié, ce que tu as lu, ce que tu as apprécié ou pas cette semaine, si tu en as lu certains que je t'ai présentés, et puis si nos avis concordent ou pas. Je te dis à très bientôt, que le plaisir de lire soit avec toi évidemment.